Sénateur Klein. Honorable sénateur, avec un peu d'hésitation, je propose que ce projet de loi soit lu une deuxième fois. L'honorable sénateur Klein, appuyé par l'honorable sénatrice Odette, propose que le projet de loi soit lu une deuxième fois. En débat, sénateur Klein. Honorable sénateur, sur le territoire non cédé du peuple Algonquin-Anishinaabe, j'ai l'honneur de parrainer le projet de loi C-45. Ce projet de loi modifie la loi sur la gestion financière des Premières Nations de 2006 afin de favoriser la réconciliation économique et une plus grande prospérité pour les Premières Nations. Le projet de loi C-45 contient d'importantes mesures visant à améliorer les cadres financiers facultatifs de la loi pour les 348 Premières Nations inscrites et participantes, ainsi que pour tout nouvel entrant. Plus important encore, ce projet de loi créera également l'Institut d'infrastructure des Premières Nations. Je commencerai aujourd'hui par situer ce projet de loi dans le contexte plus large de la réconciliation économique. Puis, dans la deuxième partie de mon discours, j'expliquerai les améliorations apportées par le projet de loi C-45 en ce qui concerne les autorités fiscales, la gestion financière, l'information économique, les emprunts, ainsi que le développement et l'entretien des infrastructures. Tout cela ouvre la voie à un meilleur accès aux capitaux et aux financements et investissements généraux, ainsi qu'à la réalisation significative des droits sociaux et économiques et de l'équité par les Premières Nations. À son tour, ce changement peut aider les Premières Nations à prospérer en soutenant la revitalisation des langues, des cultures et des cérémonies. Dans l'ensemble, le statut de ce projet de loi modifierait est une alternative au cadre de la loi sur les Indiens qui est conforme à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones ou DNUDPA. En effet, comme l'indique le préambule, le projet de loi contribuera à la mise en œuvre de plusieurs articles de la DNUDPA. Pour l'essentiel, la loi sur la gestion financière des Premières Nations fournit aux Premières Nations participantes le cadre législatif et institutionnel leur permettant d'affirmer leurs compétences en matière de gestion financière, de fiscalité et d'accès aux marchés financiers. En renforçant ce cadre, comme l'indique également le préambule, le projet de loi C-45 répond à l'appel à l'action 44 de la Commission de vérité et de réconciliation en ce qui concerne l'autodétermination et la réconciliation économique. Le préambule reconnaît également les modèles autochtones traditionnels de taxation et de partage, y compris le mot « taxis » dans la langue commerciale chinook. Il est fondamental pour moi, en tant que parrain, de souligner que les institutions dirigées par les Premières Nations ont mené l'élaboration conjointe du projet de loi C-45 après 6 années de travail acharné et de consultation, y compris bien sûr l'engagement avec les 348 Premières Nations participantes. Aujourd'hui, en ce début de débat au Sénat, je félicite Ernie Daniels, président directeur général de l'Autorité financière des Premières Nations, Harold Kalla, président exécutif du Conseil de gestion financière des Premières Nations, Manny Jules, commissaire en chef de la Commission de la fiscalité des Premières Nations, Alan Claxton et Jason Kalla du Conseil de développement de l'Institut d'infrastructure des Premières Nations, ainsi que leurs équipes. Trois de ces organisations existent déjà en vertu de la loi et feront l'objet d'importantes mesures de modernisation par l'entremise du projet de loi C-45. Ce projet de loi établira la 4e organisation en ce qui a trait à l'infrastructure. Il s'agit du projet de loi des Premières Nations participantes. Je remercie également le ministre Miller et son équipe d'avoir fait avancer le projet de loi C-45 au nom du gouvernement, ainsi que l'autre endroit pour son appui unanime. J'espère que les sénateurs se joindront à moi pour honorer ces efforts communs et le consensus reflété dans ce projet de loi en adoptant le projet de loi C-45 avant l'été. Cette législation est une source d'optimisme alors que notre pays s'efforce de parvenir à une réconciliation économique en 2021. Avec le projet de loi C-15, le Parlement a confirmé la protection juridique des droits inhérents des peuples autochtones dans le cadre de la DNUDPA. Ce changement historique a constitué une réponse essentielle à une injustice de longue date. Il a rétabli les droits légaux des nations autochtones à l'autonomie gouvernementale, aux droits sociaux et économiques, ainsi que l'équité concernant leurs terres, leurs eaux et leurs ressources, y compris pour un développement responsable. Encore une fois, tout cela vise à assurer la prospérité des communautés et à favoriser l'épanouissement des langues, des cultures et des cérémonies. Le plan d'action de la DNUDPA doit être publié en juin. Les sénateurs devraient s'attendre à ce qu'il comporte un volet économique conformément aux observations formulées par le Comité des peuples autochtones il y a 2 ans. Par exemple, j'espère voir le plan d'action
s'engager dans la stratégie économique nationale autochtone dévoilée l'année dernière par une coalition de 25 organisations autochtones ainsi que dans leur 107 appel à la prospérité économique. Complétant la percée de la DNDPA, le projet de loi C-45 soutient les voies financières vers une plus grande autodétermination, une plus grande prospérité et un plus grand bien-être pour de nombreuses Premières Nations. Par exemple, ce projet de loi peut aider les collectivités à élargir leur assiette fiscale, à générer des recettes pour les services, à réglementer les services, à créer ou acheter des entreprises et à investir dans l'infrastructure afin d'améliorer la qualité de vie et de soutenir les débouchés commerciaux. Tous ces changements en faveur d'une plus grande prospérité peuvent aller de pair avec les connaissances, les valeurs et la culture traditionnelle. De plus, les changements apportés par ce projet de loi peuvent compléter pleinement la réalisation de l'autonomie par le biais de l'article 35 des droits constitutionnels et de la Déclaration universelle des droits de la personne. Il convient de noter que le projet de loi C-45 répond directement aux questions soulevées par le sénateur Tannes le 16 mai dans le cadre de notre enquête et de notre étude sénatoriale sur la réussite des entreprises et des entrepreneurs autochtones. Par exemple, le sénateur Tanas a fait remarquer que les entreprises des Premières Nations n'ont souvent pas accès aux capitaux nécessaires pour financer les biens situés dans les réserves. Le projet de loi C-45 améliore une avenue de financement en continuant à développer et à soutenir l'autorité financière des Premières Nations, prêteur pour les nations admissibles. Avant d'entrer dans les détails du projet de loi dans la deuxième partie de mon discours, permettez-moi de vous donner deux exemples concrets de la façon dont la loi sur la gestion des Premières Nations peut changer la donne. Le premier exemple me vient du député Jaime Baptiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations couronnes autochtones, qui est le premier député Mi'kmaq à siéger au Parlement. Lors du débat à l'autre endroit, M. Baptiste a fait part de l'expérience de la Première Nation de Membertou au Cap-Breton. Il y a une dizaine d'années, Membertou a reçu la toute première certification des systèmes financiers du Conseil de gestion financière des Premières Nations. Cela a permis à la communauté d'avoir accès à des capitaux à long terme et abordables, ce qui a permis à Membertou de se refinancer et de réinvestir dans le développement d'entreprises. Cela s'est traduit par la construction d'une école primaire d'une valeur de 8,2 millions de dollars, d'un lotissement de 90 lots et d'un échangeur routier d'une valeur de 9,5 millions de dollars, ouvrant ainsi la voie à d'autres développements commerciaux sur les terres de Membertou. Membertou a ensuite construit l'un des plus grands complexes sportifs du Cap-Breton ainsi qu'un bowling ultramoderne. Toutefois, la plus grande réalisation économique de Membertou a peut-être été l'acquisition de Clearwater Seafood en 2021. Cette transaction d'1 milliard de dollars a été réalisée avec 6 autres Premières Nations qui font toute partie de l'autorité financière des Premières Nations en vertu de cette loi. La Société de développement de Membertou compte maintenant 12 entités corporatives. Mon deuxième exemple de réussite dans le cadre de la loi sur la gestion financière des Premières Nations est celui de la nation Siksika à l'est de Calgary. En 2016, la nation Siksika a ouvert la nouvelle école Chief Crowfoot, attendue depuis longtemps. L'école d'origine avait été endommagée par des inondations, était surpeuplée, avait des problèmes de chauffage. Grâce à son engagement à obtenir la certification du Conseil de gestion financière des Premières Nations, la nation Siksika a pu accéder au financement de la construction de la nouvelle école par l'intermédiaire de l'autorité financière des Premières Nations. Aujourd'hui, l'école Chief Crowfoot offre aux élèves divers services, notamment des services d'orthophonie, de thérapie dentaire, de liaison avec les familles, d'aide aux parents et aux élèves, ainsi que la visite hebdomadaire d'un aidé qui leur transmet des enseignements traditionnels et culturels. La langue et la culture Siksika sont également proposées à chaque niveau scolaire afin de promouvoir la fierté et le respect de l'héritage Siksika. Cet exemple est une réussite sociale, mais aussi économique, compte tenu de l'avenir plus prometteur auquel ces élèves pourront accéder. Très tôt dans la vie, une excellente éducation menée par la communauté inculque l'identité, la fierté et l'espoir. Les Premières Nations et le Canada ont besoin de ces étudiants. Et on a besoin de plus d'histoires comme celle-ci partout dans le pays. Les Premières Nations assujetties à cette loi ont réalisé des milliards de dollars d'investissement et la valeur estimée de leurs terres de réserve dépasse aujourd'hui les 15 milliards de dollars. Des milliers de lois ont été adoptées en vertu de la loi et 150 administrateurs des Premières Nations ont été diplômés du Tulo Center of Indigenous Economics à Kamloops, en Colombie-Britannique. Les prêts accordés aux Premières Nations par l'autorité financière des Premières Nations ont permis la création de plus de 20 000 emplois et une production économique de 4 milliards de dollars dans 9 provinces et les territoires du Nord-Ouest. À ce sujet, je rappelle aux sénateurs qu'en 2021, le groupe d'action pour la prospérité du sénateur Harder a noté
un objectif de rendement selon lequel les entreprises autochtones contribueraient 100 milliards de dollars à l'économie canadienne comparativement aux 32 milliards de dollars estimés à l'heure actuelle. Le projet de loi C-45 nous aidera à atteindre cet objectif. Devant le comité de la Chambre des communes, Manny Jones de la Commission de fiscalité des Premières Nations a cité les propos de son père, le chef Clarence Jones, datant de 1965. Le conseil qu'il donnait aux Premières Nations était, et je cite, « Nous devons être capables d'avancer à la vitesse des affaires. » Je peux vous parler de la nécessité d'avoir à faire cela en tant que banquier d'entreprise, de prêteur commercial et dans le domaine du développement économique autochtone en tant que prêteur pour le développement. Cependant, chers collègues, les Premières Nations ne sont pas les seules à pouvoir bénéficier de la loi sur la gestion des finances publiques et les modifications apportées par le projet de loi C-45. Cette loi peut déboucher sur des possibilités et des avantages partagés pour l'ensemble du pays. Par exemple, la loi peut soutenir la copropriété des Premières Nations dans les entreprises qui exploitent des minéraux essentiels à la transition écologique, ainsi que d'autres capitaux net zéro situés sur le territoire des Premières Nations. Ce projet de loi permettra à un peu grand nombre de Premières Nations de bénéficier de meilleurs taux d'intérêt lorsqu'elles empruntent auprès de l'autorité financière des Premières Nations. Le chemin vers la réconciliation économique offre désormais aux Canadiens autochtones et non autochtones des opportunités générationnelles en matière d'emploi, de partenariat, d'investissement et de progrès environnementaux. À titre d'exemple, l'année dernière, RBC a rapporté que les territoires autochtones détenaient au moins 56 des projets de minéraux critiques avancés, 35 des meilleurs sites solaires et 44 des meilleurs sites éoliens. Les chefs d'entreprise et les investisseurs devraient courir et non marcher pour consulter les nations autochtones sur ces opportunités. Passons aux détails du projet de loi C-45. Je commencerai par citer Harold Kalla, du Conseil de gestion financière des Premières Nations, devant le Comité permanent des affaires autochtones et du Nord de la Chambre des communes. Il a bien résumé le projet de loi et je cite. « Oui, je savais ça. J'ai essayé, par contre. Honorable sénateur, il est maintenant 18 heures et conformément à l'article 331 du règlement, je dois quitter la présidence jusqu'à 20 heures, à moins que vous choisissiez de ne pas tenir compte de leur honorable sénateur. Le consentement n'a pas été donné. La séance est suspendue et je quitterai la présidence jusqu'à 20 heures. Reprise du débat sur le projet de loi C-45, le sénateur Klein. Ah oui, déjà, on y va, là? D'accord. Chers collègues, maintenant parlons des détails du projet de loi C-45. Harold Kalla, du Conseil de gestion financière des Premières Nations, qui demandait... Il a bien résumé le projet de loi. Il a dit ces amendements sont basés sur les meilleures lois autochtones et ça permet aux Premières Nations de choisir en vertu d'une résolution du Conseil de bande pour leur participation dans la loi. Il n'y a pas d'incentive financier à faire ainsi, non. C'est simplement un désir d'avoir une saine gestion financière qui est reconnue et qui respecte les normes internationales. Ça permet donc d'obtenir des revenus qui permettent de financer les services des gouvernements autochtones. M. Cowan continue en disant... Avec l'adoption de ces amendements du projet de loi C-45, les nations seront en mesure de choisir comment ils peuvent le mieux construire les infrastructures. Et voilà aussi qui témoigne du succès de cette loi. Plus de 300 Premières Nations ont choisi, chacune à la fois, d'être partie à la loi et donc d'y participer. On parle de plus de 60% de toutes les Premières Nations visées par la loi sur les Indiens. Le projet de loi C-45 prévoit les propositions suivantes. Premièrement, ça va permettre aux Premières Nations de faire des recherches économiques, de recueillir des données dans le but de prendre des décisions fondées sur des preuves. Ça aide aussi à l'autodétermination en donnant aux Premières Nations l'autorité de conduire leur Assemblée générale annuelle virtuellement. Ensuite, on va mettre à jour
le poste du PDG du conseil financier avec une compensation, une indemnisation compétitive parce que ce sera un poste à temps plein. Ensuite, on va permettre d'emprunter des fonds dans le but de simplifier et baisser les coûts d'emprunt des Premières Nations. Et seulement les membres qui n'ont pas de prêt à l'heure actuelle pourront remplir les fonds. Et ça va améliorer les choses. Quatrièmement, améliorer l'autorité des Premières Nations à adopter des lois et à fournir des services dans les réserves. Ces changements permettront aux Premières Nations de créer des lois qui vont au-delà de simples biens fonciers. Et ça leur permettra aussi de réglementer les services, par exemple, pour l'eau, la gestion des déchets, les égouts, le contrôle animal, les activités récréatives, télécommunications, énergie, entre autres. Et cinquièmement, créer une quatrième institution en vertu de la loi, un nouvel institut qui sera un centre d'excellence pour aider les Premières Nations à avoir accès aux outils nécessaires dans le but d'élaborer des infrastructures robustes et pérennes. Voilà qui permettra de combler le fossé de 30 milliards de dollars qui existe en matière d'infrastructure entre les collectivités autochtones et non autochtones. Comme Alan Claxon a dit au comité de la Chambre des communes, le problème avec les systèmes d'infrastructure à l'heure actuelle chez les Premières Nations sont bien connus. Les infrastructures dans les réserves prennent trop long à développer, ça coûte trop cher à construire et ça ne dure pas assez longtemps parce que les normes ne sont pas respectées. Voilà qui contribue à des résultats piètres en matière de santé et en matière d'économie. Cet institut qui devrait être mis sur pied permettrait de faire en sorte que ces problèmes seront résorbés. Et ce serait optionnel pour les Premières Nations. Sénateur, cet institut sera aussi disponible pour les Premières Nations qui jouissent d'un traité ou d'une entente d'autonomie gouvernementale. Si ça les intéresse, ils peuvent. Et donc, l'admissibilité ne sera pas limitée qu'aux Premières Nations qui se retrouvent visées par la loi à l'heure actuelle dans l'annexe. Encore une fois, au comité de la Chambre des communes, le ministre Miller a dit que le Conseil de développement de l'Institut a déjà mis sur pied un projet pilote couronné de succès avec une Première Nation du sud de l'Ontario. Cette Première Nation est en train de créer une étude de faisabilité et une étude de cas pour l'approvisionnement de services en matière d'eau et de déchets. L'on espère que ce n'est que le début de cette initiative qui mettra de meilleures infrastructures pour les Premières Nations, qui améliorera la qualité de vie et qui donnera des débouchés que bien bon nombre des Canadiens tiennent pour acquis. Quand on parle de réconciliation économique, on parle de ça, justement. Et en conclusion, je vous rappelle que ce consensus et ce projet de loi auquel on peut adhérer suit d'exhaustives consultations avec les leaders des Premières Nations. L'autre endroit a adopté le projet de loi C-45 de façon unanime et rapidement, le Sénat devrait emboîter le pas. Et sur une note plus personnelle, je crois que le Canada, dans sa relation de nation à nation, devrait travailler à favoriser la réconciliation économique. Il faut reconnaître qu'il y a des obstacles, mais aussi qu'il y a des entrepreneurs, des jeunes, des Premières Nations qui créent leur propre voie vers le succès. Et il faut en profiter. Le Sénat a un rôle à jouer, justement. Un très grand rôle à jouer, même. Le rapport du groupe d'action Prospérité, c'est une initiative sénatoriale visant la création de richesses durables au Canada. L'on dit que quand la marée lève, eh bien, tous les bateaux sont portés par cette vague et personne n'est laissé pour compte. Nous célébrons les succès, souvent ici, des entrepreneurs autochtones et des communautés autochtones. Et donc, continuons
à faire la promotion de ces entreprises autochtones dans nos régions. C'est la raison pour laquelle, chers collègues, je pense que nous devrions profiter de ce momentum en agissant rapidement, en agissant de façon univoque sur le projet de loi C-45. De concert, adoptons ce projet de loi avant que la séance ne soit levée pour l'été et adoptons des changements pratiques qui permettront la réconciliation économique. Merci beaucoup.